Bonjour et bienvenue pour cette vidéo de restitution de l'exercice photo confinement numéro 8 consacré à vos photographies de focus stacking de petits objets. Cette semaine, vous avez encore été très nombreux à participer à cet exercice photo puisqu'on a pratiquement 150 photos qui ont été publiées dans le groupe Facebook. Comme d'habitude, je vous ferai la restitution à la fin de cette vidéo avec toutes les photos qui ont été publiées au bon endroit, donc en commentaire du post qui en annonce dans le groupe Facebook. Vous verrez donc toutes les photos et les making-of à la fin de cette vidéo. Je vous ai tout regroupé. On va voir quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer, que ce soit sur la prise de vue du focus stacking et aussi sur la retouche, parce qu'il y a eu pas mal de difficultés, notamment avec GIMP, sur le montage des images. On va voir aussi quelles ont été les bonnes idées que vous avez pu trouver, que ce soit pour la prise de vue et aussi pour la retouche, puisque il y a quelques bonnes surprises pour monter facilement et simplement un focus stacking, même quand on n'a pas de logiciel du tout, et surtout quand on n'a pas envie de s'en occuper. On en reparle à la fin de la vidéo, puisque Stéphane nous a trouvé une petite perle qui va vous permettre de vous amuser sans vous prendre la tête avec la retouche. La semaine dernière, c'était aussi l'occasion du lancement du premier challenge photo, un challenge sur 7 jours, donc pour apprendre à bien exposer ses photos. Vous avez été là aussi très nombreux à participer, je vous en remercie, c'était super chouette, c'était un peu une première, et j'avoue que c'était pas évident de gérer tout ce monde-là. Alors j'ai eu énormément de retours super positifs, je remercie tous ceux qui ont participé et qui ont eu la gentillesse de mettre un avis sur la formation. C'était super chouette. Ce qui ressort de vos commentaires, c'est que avoir une vidéo par jour avec un exercice et la correction donc au quotidien sur le groupe de coaching privé, ça a beaucoup plu. Ça permet à tout le monde de se motiver, d'avancer, c'était vraiment chouette. Ce qui a pu poser problème, c'est que la formation a été un peu victime de son succès. J'ai eu beaucoup plus de monde que prévu et ça a été très difficile de s'y retrouver dans les posts du groupe Facebook, du groupe de coaching privé, donc sur Facebook, pour pouvoir s'y retrouver et pour pouvoir répondre à tout le monde surtout. Donc j'ai commencé à plancher sérieusement sur le sujet et je pense avoir trouvé une solution qui nous permet d'avoir quelque chose de bien carré, de manière à ce que quand vous postez vos exercices, je sois sûr, 1, de les voir, parce que c'est ça vraiment le gros problème, c'est que je ne les vois pas forcément, et 2, de pouvoir y répondre de manière structurée et systématique pour que tout le monde ait la réponse à ses questions. Donc ça avance, c'est presque en place. Je pense que pour ceux qui font partie du groupe de coaching privé et qui ont participé au challenge, je vous proposerai un petit test pour voir si ça fonctionne bien et savoir ce que vous en pensez pour les prochains challenges, parce que oui, il y aura d'autres challenges. Si vous avez participé à ce premier challenge ou si vous avez souscrit à la formation complète, lorsque je vais refaire ce même challenge, vous pourrez y participer à nouveau. Ne vous réinscrivez pas, vous y aurez accès une seconde fois. Je ne sais pas encore quand, donc du coup j'ai remis en place le système de liste d'attente. Vous pouvez aller vous inscrire ici si vous n'avez pas été inscrit pour pouvoir participer au prochain challenge. La deuxième chose, c'est que je vous l'ai dit, le challenge a été victime de son succès, donc pour la prochaine session, je vais limiter le nombre de places, de manière à ce qu'on puisse garder une certaine qualité dans les échanges. Le but du jeu, c'est pas d'être 200 ou 300, le but du jeu, c'est qu'on soit un nombre limité pour que je puisse quand même m'occuper de tout le monde et répondre aux questions de tout le monde. Dans les suggestions qu'on m'a proposées à la fin de la formation, on m'a demandé de développer une partie sur l'exposition à la photographie au flash, et aussi on m'a demandé de développer l'utilisation des réglages en dehors de l'exposition. Alors, ces deux points sont effectivement importants. C'est difficile à traiter en une semaine sur une formation qui est spécifique sur l'exposition, mais ça pourrait faire l'objet d'un autre challenge sur 1, 2, 3 semaines. Ça va dépendre du niveau technique qu'on voudra obtenir. Mais la photographie au flash, à mon avis, c'est à part. 1, parce que ça ne concerne pas tout le monde. 2, parce que c'est vraiment spécifique et ça suppose déjà d'avoir quelques notions assez clair sur l'exposition et sur la compréhension du fonctionnement de la lumière. Sur la maîtrise des réglages, ça rejoint la formation Sortez du mode auto qui développe la technique SPP-CMM, sensibilité, positionnement, programme, cadrage, mesure de lumière, mise au point. Et je pense que on pourrait adapter la formation Sortez du mode auto sur un challenge d'1 à 2 semaines de manière à pouvoir vous aider à prendre un petit peu un petit coup de boost pour prendre en main tous ces réglages et vraiment être à l'aise avec tout ça. Je pense que je vais faire un petit sondage dans le groupe sur Facebook pour que on puisse voir un petit peu si vraiment vous êtes intéressé par le sujet, auquel cas je pourrais vous développer ça dans le courant du mois de mai. Il faut quand même que je planche 1 ou 2 semaines dessus et vous proposer des exercices qui soient vraiment adaptés.
Voilà, j'étais un petit peu long, mais c'est vrai que le challenge c'était un gros sujet la semaine dernière, ça m'a beaucoup occupé et c'est pour ça que j'étais un petit peu moins présent sur l'exercice du focus stacking jusqu'en ce début de semaine, mais on revient aux exercices photo confinement et on revient à notre focus stacking. Alors je vous l'ai dit en début de vidéo, vous avez été très nombreux à participer, j'avais un petit peu peur que le côté technique vous rebute, ça n'a pas forcément été le cas, par contre il y a eu des difficultés sur, non pas la prise de vue, pas trop je trouve, mais sur le montage qui a posé quand même pas mal de soucis puisque je vous ai montré comment le faire dans Photoshop, c'est très simple, mais avec d'autres logiciels et notamment avec Gibbs, ça a été moins évident. Alors on commence par la blagounette du jour, c'est Thierry qui nous a fait un focus stacking belge. Alors là c'est sa première photo donc il n'y a pas réellement de focus stacking, mais c'était assez rigolo de nous mettre une petite bière donc pour commencer. Ensuite, l'une des principales difficultés qu'il y a pu avoir, c'est que l'assemblage se faisait pas forcément très bien, c'est-à-dire qu'on avait des zones qui n'étaient, une fois le montage final réalisé, on avait une augmentation de la zone de netteté, mais malgré tout, à certains endroits, il y avait un flou qui restait. Alors c'est quelque chose qui aurait peut-être parfois pu être évité en utilisant une profondeur de champ un peu plus grande. Là en l'occurrence on a une photo de Louléo et c'est une photo qui a été faite avec un 50 mm 1.8 à pleine ouverture, c'est-à-dire à f1.8. Or, à pleine ouverture, aussi proche du sujet, la profondeur de champ est tellement faible que du coup, ça devient difficile de décaler la mise au point, puisqu'on va décaler de vraiment peanuts. Et ce qui me semble poser problème, c'est qu'on n'a pas un recouvrement suffisant, c'est-à-dire qu'on a une première zone de netteté, imaginons qui va de là à là. Si on les empile comme ça, ici là on va ajuster sur des flous. Donc à la jointure entre les deux photos, forcément ça ne sera pas parfait. Il faut qu'il y ait un recouvrement. C'est la même logique que quand on fait une photo panoramique. Il faut que le logiciel, on dit souvent entre 25 et 30% de taux de recouvrement de chaque côté, pour que le logiciel puisse faire le raccord. Le logiciel ou vous, si vous le faites manuellement. Mais s'il n'y a pas deux zones de netteté qui se superposent, forcément, entre les deux, vous avez un flou. Donc ne pas hésiter à fermer un petit peu le diaphragme, sachant que quand vous regardez dans votre viseur, ce qui va se passer, c'est que l'appareil photo ne ferme pas le diaphragme au diamètre qu'il va utiliser quand il va faire la prise de vue. Par défaut, l'ouverture de diaphragme est toujours ouverte au maximum quand vous regardez dans le viseur. Le diaphragme ne se ferme au bon diamètre que quand vous appuyez sur le déclencheur. Ça veut dire que ce que vous voyez dans votre viseur, c'est l'image avec la profondeur de champ la plus faible. Ici par exemple 1.8. Mais si vous fermez votre diaphragme à f5.6, donc beaucoup plus, dans votre viseur vous verrez une certaine profondeur de champ, mais concrètement vous aurez plus au moment où vous allez faire votre photo. Donc si vous vous basez sur des zones de netteté, c'est-à-dire que là où faut pas vous dire là c'est flou et je fais ma deuxième mise au point, là c'est flou. Il faut faire une deuxième mise au point là où ça commence à être flou mais où c'est encore net. Du coup vous allez comme ça avancer en gardant des zones de recouvrement et c'est ce qui vous permettra de faire votre montage, ou en tout cas c'est ce qui permettra au logiciel de faire le montage correctement. Donc les problèmes qu'on peut éventuellement avoir sur la post-production, ils commencent déjà à la prise de vue. Ça veut dire que si la prise de vue elle n'est pas complètement optimisée pour la post-prod, vous allez ramer en post-prod. Alors c'est valable pour du focus stacking, c'est une logique qu'il faut garder en permanence sur toutes vos prises de vue, quelles qu'elles soient. Si votre prise de vue elle n'est pas bonne ou optimisée pour la post-prod, vous allez vraiment ramer après pour récupérer ce qui n'est pas forcément récupérable. Voilà. Un autre souci qu'on a pu avoir à la prise de vue, toujours dû au fait qu'il n'y a probablement pas un recouvrement suffisant entre deux images, c'est l'effet net, flou, net. Ici, on voit que l'image de Jean-Marc, on a l'avant de la voiture qui est net, ça devient flou sur le pare-brise, ça redevient net à l'arrière. Donc ça c'est probablement dû au fait qu'il n'y a pas un recouvrement suffisant pour que les zones de netteté se superposent et qu'on puisse ajuster tout ça, que ce soit manuellement ou de manière automatique. On le voit ici, alors ça peut être rigolo, hein. On a le focus qui est fait au premier plan et sur l'arrière-plan, et entre les deux, on a un petit flou ici sur cette photo qui est une photo de Valérie. Ici pareil, alors là ça a été fait volontairement, c'est-à-dire que Denis s'est amusé à faire une boule nette, une boule floue, une boule nette, une boule floue. Et c'est assez rigolo, ça fait un effet assez improbable. Encore une fois, ce qu'on peut parfois considéré comme une imperfection, peut aussi être mis à contribution pour créer un effet marrant. Quand le recouvrement c'est bien fait, on arrive à des choses qui sont assez chouettes, qui sont d'autant plus chouettes que le fond se détache bien. Donc on peut avoir ici Corinna s'est amusée à prendre, c'est son sac à main qui est très coloré, et du coup ça nous fait une atmosphère un peu pop en arrière-plan avec le poisson de Nemo. C'est assez chouette. Là aussi, ce qui est intéressant, c'est pas juste d'avoir un arrière-plan, c'est d'avoir un arrière-plan qui matche avec le sujet. Et
je trouve ça d'autant plus intéressant que quand on va regarder à l'œil, on voit ça. C'est-à-dire que le photographe, lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un poisson et il voit un sac à main. Et ce qu'il faut faire, c'est arriver à faire l'effort intellectuel d'imaginer ce que ça va rendre flou avec la profondeur de champ. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, on est déjà, en tout cas c'est ce qu'a fait Corinna, au moment où elle fait sa prise de vue, elle est déjà en train d'imaginer ce que ça va pouvoir donner avec un truc qui n'a rien à voir. Je veux dire, c'est un sac à main à la base. Et je trouve ça très très bien. Alors ça a été fait aussi par Didier, qui nous a photographié une pierre et qui a mis quelque chose de très minéral en arrière-plan. Du coup, on est dans l'ambiance. Même le support ici rappelle un peu la matière de la pierre. Donc c'est très très chouette d'avoir d'avoir gardé une cohérence entre son sujet et l'arrière-plan qui va être flou certes, mais qui va faire un rappel. Et ça c'est sympa. Nicolas l'a fait aussi avec cette photo de petites tortues avec les petites pâquerettes autour, et c'est très champêtre. Et effectivement, il fallait se positionner de manière à avoir les petites pâquerettes autour. Donc là, on voit que par exemple autour, il n'y avait pas forcément de petites pâquerettes. Il a positionné son sujet au milieu des pâquerettes pour avoir cette vraie ambiance champêtre qui est très sympa. Ici, Federico a pris une statuette de Diablo, donc il me semble que ça doit correspondre au jeu vidéo. Et en arrière-plan, on a des images du livre, donc avec des décors qui rappellent forcément l'ambiance du jeu et qui matchent plutôt bien avec la statuette. Alors le fond sur un focus stacking, c'est important parce que on peut vouloir tout net, mais on peut aussi vouloir se détacher du fond. Et si on a un fond qui est proche, ben forcément, on n'a pas cet effet de contraste entre l'objet très net et le fond tout de suite très flou. C'est le cas sur la photo d'Alison, puisque le sujet est posé sur le fond, et du coup, on a l'objet et le fond qui sont parfaitement nets. Ça peut être un parti pris, c'est pas une obligation d'avoir un fond qui se détache, mais si on veut avoir un fond qui se détache, il faut s'en éloigner. C'est le cas avec la photo de Thomas, qui a positionné sa voiture, et donc sur une souche, et la végétation est très très loin derrière. Du coup, notre objet se détache extrêmement bien du fond. Alors la notion de proximité du fond, elle est variable. Ça va dépendre aussi du grossissement qu'on va avoir sur un objet. Plus votre objet est volumineux, plus vous utilisez un grand angle, plus il faudra vous détacher du fond. A l'inverse, plus votre objet est petit, plus vous allez zoomer, plus vous allez, même imaginons aller en macro, plus la distance qui va séparer l'objet du fond va être importante proportionnellement, mais pas forcément en valeur absolue. C'est le cas avec la photo de Régis qui a photographié donc ce Minolta. On voit qu'il est très proche, avec une focale qui est assez longue, et finalement, pour avoir un joli flou d'arrière-plan, ici c'est l'application de la méthode ZOF+, donc plus on zoome, plus on ouvre le diaphragme, plus l'arrière-plan est flou. Et là, la profondeur de champ est tellement faible que même avec un fond qui est à 20-25 cm, on arrive à avoir quelque chose de flou. Autre point important sur le positionnement de l'objet, c'est les petites astuces qui ont pu être trouvées pour faire en sorte que l'objet tienne debout. On avait vu au début le petit poisson ici avec la mise en scène où le poisson était positionné sur un verre à l'envers. Je ne sais pas si on le voit bien ici, voilà, tac. Il y a un petit support en plastique transparent qui fait que sur l'image finale, j'imagine qu'elle a fait une petite retouche. Oui, par la suite, elle a gommé le support. Donc. Mais ça a été assez simple à faire puisque le support était posé de manière à ne pas cacher l'objet. Et là, c'est Sébastien qui nous a photographié une montre. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous l'a posée légèrement de 3/4. Et pour la faire tenir, donc Sébastien a utilisé, là on voit le setup global, il a utilisé un petit bout de fer qu'il a glissé à l'intérieur et qui permet de maintenir la forme. Alors, il y a des petites choses qui sont indispensables quand on bricole de la photo à la maison d'objets. C'est le fil de fer et le scotch et la pâte à fixe, ou la pâte à modeler. C'est super important pour pouvoir donner une forme aux objets et les maintenir dans une position qui nous permette de les photographier. Je voulais vous parler aussi d'une technique qui a été utilisée par Daniel pour pouvoir échelonner donc, ses prises de vue avec différentes mises au point. Moi, je vous avais proposé de le faire manuellement en repérant un endroit où c'est net et puis de voir où est-ce que ça commence à devenir flou pour décaler votre mise au point. Daniel, lui, ce qu'il a fait carrément, c'est qu'il met une rafale et il tourne la bague de mise au point en même temps. C'est-à-dire qu'il faut être assez régulier, donc il fait clac, 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 et donc du coup, comme il décale la mise au point, entre chaque prise de vue, la mise au point se décale, et en avant. Alors, c'est pas bête, ça a l'avantage de la simplicité, ça a l'inconvénient du manque de précision. Alors, je reviens à ce que je vous ai expliqué au début. Si vous avez une profondeur de champ assez importante, c'est-à-dire si vous avez bien fermé votre diaph, vraisemblablement, le coup de la rafale, ça va permettre d'être dans les clous, c'est-à-dire que votre recouvrement va se faire. Par contre, il faut peut-être un petit coup de main, et ça va dépendre, 1, de la distance par rapport à votre sujet, 2, de la longueur focale de votre objectif, 3, de votre ouverture de diaphragme,
4 de l'endroit où vous avez fait la mise au point. Parce qu'il faut que ça se recouvre. Donc si vous allez trop vite, ça risque de ne pas se recouvrir. Si vous n'allez pas assez vite, ça vous fera trop de photos ou alors vous n'irez pas au bout. Donc ça se dose, mais ça se tente. Alors Nadir, lui, s'est amusé sur l'éclairage. Il a passé énormément de temps. Il nous dit qu'il a mis une demi-journée donc pour le cadrage, 2 heures pour le jeu de lumière et 1 heure pour la prise de vue. Donc 97 photos pour photographier cette carte mère avec un arrière-plan flou. Là, il utilisait des petites loupiottes, hein, les mêmes types qu'on utilise pour les décos de Noël sur les sapins. Et ça donne une ambiance assez futuriste, très très sympa. Je pense qu'au-delà du focus stacking, c'est aussi intéressant de s'amuser à faire des éclairages rigolos à chaque exercice, il y a des choses intéressantes sur la manière d'éclairer les objets avec parfois 3 fois rien, souvent des LED. Gus nous avait fait ça la semaine dernière, il le fait souvent. C'est plutôt sympa ce qu'a fait Nadir, donc ici on voit l'installation qu'il a utilisée, donc n'hésitez pas vous aussi à vous amuser à faire des éclairages avec les lampes dont vous pouvez disposer à la maison. Ça peut donner des rendus assez bluffants. On va passer maintenant à l'assemblage avec un petit rappel. Dans la présentation de l'exercice, je vous avais dit que le Sony Alpha 7R4 proposait de faire le focus stacking automatiquement. Ça n'est pas le seul. Panasonic fait ça aussi. On a eu le Lumix G9 et le GX800 notamment. Alors il y en a probablement d'autres, hein. N'hésitez pas à nous le signaler dans les commentaires si c'est le cas. Mais en tout cas, parmi ceux qui ont participé, il y a ces 2 modèles-là qui nous ont été proposés, avec Agostino donc, qui a fait ça avec son G9. Et voilà ce que ça donne sur son écran, la mise en place du focus stacking de manière automatique sur son G9. Grafab Photographie nous indiquait que ça marchait aussi donc sur le GX9. Alors Maxime, lui, a réussi à faire un montage plutôt pas mal avec GIMP, sachant qu'il n'y a pas la même fonction automatisée d'assemblage du focus stacking comme dans Photoshop, et que en gros c'est au calque et à la main qu'il faut faire. Donc si vous êtes à l'aise avec GIMP, ça va aller, sinon c'est vrai que c'est quand même pas évident. Donc Georges, qui fait partie du groupe Facebook et qui a aussi sa propre chaîne YouTube, vous a fait exprès un tuto sur le montage du focus stacking dans GIMP. Je vous mets le lien par ici et dans la description de la vidéo. Allez voir sa vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à sa chaîne pour suivre ses autres tutos sur GIMP et sur plein d'autres choses. Et on a Emmanuel qui a fait carrément un test entre plusieurs logiciels. Donc lui, il a le G9, donc il a fait l'empilement avec le G9. Ici, c'est une photo qui a été réalisée donc, avec son G9. Ensuite, ici, c'est un deuxième empilement qu'Emmanuel a réalisé avec le logiciel StarStack, logiciel dédié à l'empilement de photos pour l'astrophoto. La conclusion est moyen bof, il nous dit que donc, plus on empile de photos, moins c'est net. Donc pas forcément une avance. Ensuite, il a utilisé la fonction bracketing sur la mise au point et il a utilisé plusieurs logiciels, Huggin, StarStack, c'était Combine ZM. Il n'a pas utilisé GIMP parce que trop compliqué et a priori c'est Combine ZM qui a été le plus performant, sachant que d'après lui Huggin n'est pas fait pour ça et puisqu'il déforme pas mal. Donc effectivement, le mieux, et de loin, ça reste quand même la fonction automatisée du Lumix G9. Alors si votre appareil photo ne fait pas le focus stacking de manière automatique, et si vous n'avez pas forcément envie de vous embêter avec des logiciels compliqués, Stéphane vous a trouvé The Solution. La solution de Stéphane, c'est de passer par un site internet qui s'appelle Focus Stacking Online, qui est gratuit, et qui propose de monter automatiquement un focus stacking. Donc c'est assez simple, vous allez sur le site Focus Stacking Online, vous avez un petit icône Add, vous cliquez dessus, vous choisissez les images à apporter, hop, elles vont se charger, vous cliquez sur Stack et le stacking se fait tout seul. On va boire un café. Et vous cliquez sur Download pour pouvoir télécharger l'image finale. Si la prise de vue a été faite correctement, l'empilement se fait plutôt pas mal et le résultat est tout à fait convenable pour pouvoir s'amuser et faire ses premières images en focus stacking. Donc merci Stéphane pour cette excellente adresse de site internet qui va nous aider pour faire du focus stacking. Si vous aussi vous avez des astuces, n'hésitez pas à nous en faire part, que ce soit dans les commentaires ici ou dans le groupe Facebook. Je vous mets le lien du groupe ici. Pour le prochain exercice, il y a plusieurs choses qui ont été proposées, et notamment donc, réaliser une photo en trompe-l'œil sans retouche, portrait à la lumière d'une bougie et photographie culinaire vue de dessus. Photographie culinaire vue de dessus, moi j'y tiens beaucoup, j'aurais bien aimé vous proposer ça, mais malheureusement, ce n'est pas ce qui a été retenu, c'est la photo en trompe-l'œil sans retouche qui a remporté les suffrages, donc on va partir sur ce sujet-là, je vous proposerai ça d'ici la fin de la semaine, je vais essayer de m'activer un petit peu pour vous faire quelques images. J'avoue qu'il faisait pas super beau et j'aurais aimé faire ces photos en extérieur. Je vous expliquerai pourquoi dans la vidéo de l'exercice très prochainement.
Il y a aussi autre chose sur lesquelles on n'a pas trop travaillé, c'est tout ce qui est cadrage et graphisme. On n'a pas fait beaucoup de sujets là-dessus, à part peut-être le paysage par la fenêtre qui vous a obligé un petit peu à essayer de trouver des choses un peu graphiques. Et j'aimerais bien vous proposer un sujet graphisme, enfin graphique et minimaliste, quelque chose un petit peu dans ce goût-là. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je vais faire un petit sondage sur dans le groupe Facebook pour le prochain sujet, mais j'aimerais bien qu'on puisse parler aussi de cadrage au sens large, c'est-à-dire si vous avez d'autres sujets à proposer sur le cadrage, n'hésitez pas, enfin, c'est pas fermé comme sujet, donc n'hésitez pas à proposer vos idées de sujets. Je vous souhaite, j'allais dire une bonne semaine, mais non, puisque je vous revois beaucoup plus tôt. J'ai dit à demain ou après-demain. Bonne soirée, bonne photo.